Guten Tag, meine. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue très cordialement à notre première conférence judiciaire de Bâle au sujet indépendance judiciaire et séparation des pouvoirs en Europe et en Suisse. À côté de moi, notamment Dr Thomas Stademann, juge au tribunal fédéral suisse, a également reçu le titre, l'honneur de docteur honoris causa de la faculté de droit de l'université de Bâle pour son grand engagement transfrontalier en faveur de la sauvegarde et du renforcement de l'indépendance des juges en Europe. Grâce à cet engagement et grâce à cette conférence d'aujourd'hui, notre faculté de Bâle envoie, nous l'espérons, un signal durable et clair selon lequel le monde universitaire en particulier doit s'exprimer clairement et à plusieurs reprises en faveur de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la séparation des pouvoirs de l'État et de l'État de droit. La conférence d'aujourd'hui est aujourd'hui co-organisée par l'Institut suisse de la magistrature et soutenue par l'Association européenne des juges, dont les membres bénéficieront d'ailleurs d'une traduction simultanée en français et en anglais. Nous sommes très heureux de savoir qu'environ 400 participantes et participants se sont inscrits. L'intégralité de la conférence sera ensuite disponible pour vous et les autres parties intéressées sous forme d'enregistrement. La fonction de chat électronique sera disponible pour les questions aux intervenants et intervenantes et pour vos questions et pour la discussion. Nous sommes heureux d'inclure vos questions écrites dans le chat dans les deux discussions. En portant un si grand intérêt à notre conférence, vous confirmez que l'indépendance et l'impartialité du pouvoir est important et c'est un sujet de l'actualité. Ce sont là des éléments qui ne sont pas garantis partout et cela vaut non seulement pour des milieux culturels et juridiques différents, mais aussi pour l'Europe, malheureusement. Les exemples les plus récents dont nous entendrons certainement parler aujourd'hui sont particulièrement la Pologne et la Hongrie, États membres de l'UE, mais aussi la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que les deux États, la Russie et la Turquie, États du Conseil de l'Europe et États contractants de la CEDH. C'est précisément en Europe que les fondements de la séparation des pouvoirs ont été élaborés par Montesquieu il y a plus de 250 ans. Depuis lors, ils ont été intégrés et développés dans un système complexe à plusieurs niveaux, avec des freins et contrepoids verticaux et horizontaux, par le biais de divers efforts en matière de droit international, européen et constitutionnel, dans la législation et la juridiction. Ce cadre et ce processus constitutionnel en Europe, qui a un impact mondial, sont garantis et renforcés par les deux cours constitutionnelles européennes, à savoir la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg et la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, qui entretiennent entre elles une relation enrichissante caractérisée par la concurrence mutuelle et par le dialogue collégial fructueux. Et bien sûr, les cours constitutionnelles nationales sont également impliquées dans ce dialogue. Si la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire peut, d'une manière générale,
prévenir l'abus de pouvoir et la corruption. Un pouvoir judiciaire indépendant a pour but de garantir en outre une qualité élevée du droit et la paix juridique, ainsi qu'une confiance renforcée des justiciables dans le droit et donc dans l'égalité juridique, la sécurité juridique et la justice dans l'ensemble de la société. Le grand intérêt que vous portez aujourd'hui à notre conférence nous honore. Vous, en tant que participants, vous honorez en même temps le fait que nous ayons réussi à attirer des experts et expertes hautement qualifiés et reconnus, qui présenteront aujourd'hui de manière compétente et approfondie les différents domaines et les questions théoriques, dogmatiques, pratiques et actuelles de ce thème complexe et à multiples facettes de notre conférence et les soumettront à une analyse critique et à une comparaison juridique. Nos oratrices et orateurs sont bien connus par vous, vous qui êtes un public spécialisé, de sorte que nous pouvons renoncer à les présenter en détail, car tous ces expertes et experts ont déjà une carrière très longue derrière eux. Cela nous permettra de gagner un temps précieux pour les présentations individuelles qui dureront environ 20 minutes chacune. Et on aura également des tours de table de 40 et 45 minutes ensuite. Ces discussions suivront immédiatement à la fin de la première partie européenne et la deuxième partie suisse. Nous demandons donc à tous les intervenantes et intervenants de respecter ce calendrier et les horaires et de ne pas dépasser leur temps de présentation, certes limité. Commençons par le premier exposé du professeur Voskuhle de l'Université de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. Il a pendant longtemps été le président de la Cour constitutionnelle fédérale allemande à Karlsruhe. Sa présentation s'intitule « L'Europe, mission, rôle et influence de la CJUE dans la sauvegarde de l'indépendance judiciaire ». Je vous en prie, Monsieur Voskuhle, vous avez la parole. Monsieur Breitenmoser, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous la bienvenue. Le début du tour d'horizon, en fait, par des crises de la justice, non seulement en Hongrie, en Pologne, mais aussi en Roumanie et en Bulgarie. Les déficits systémiques de l'état de droit peuvent être sanctionnés par la procédure de sanction politique de l'article 7 du TEE. Toutefois, il s'agit d'une épée émoussée car l'unanimité au Conseil européen est requise pour qu'un État membre soit considéré comme ayant enfreint de manière grave et persistante les valeurs énoncées à l'article 2 du TEE. Des procédures au titre de l'article 7 du TEE ont été engagées contre la Pologne et la Hongrie, mais une décision au titre de l'article 7 du traité n'a pas encore été prise. La proposition de la Commission selon laquelle les États membres qui ne respectent pas les principes de l'État de droit peuvent être sanctionnés financièrement, c'est le mécanisme dit de l'État de droit, a été adoptée sous une forme très édulcorée, sous la forme du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020, établissant un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union. Le mécanisme de l'État de droit qui prévoit des normes très complexes est donc ainsi devenu une sorte de mécanisme de lutte contre la corruption. En outre, la Pologne et la Hongrie ont annoncé qu'elles avaient l'intention d'introduire un recours en annulation du règlement devant la CJUE en cas d'une telle mesure. Et conformément à la décision du Conseil européen, il faut d'abord attendre cette décision d'activer le mécanisme pour pouvoir l'inclure dans les lignes directrices relatives au traitement du règlement. Dans ce contexte, la CJUE est déjà intervenue auparavant à utiliser une série de procédures pour s'ouvrir un accès au contrôle du droit de l'Union, axé sur la garantie de l'indépendance judiciaire au niveau des États membres.
Et au cœur de cette entreprise, on trouve l'article 2 du TUE sur la promesse d'état de droit de l'Union des valeurs. Comme Armin contre Bogdan Dill a noté à juste titre en 2012, l'idée d'activer l'article 2 du traité UE dans les procédures judiciaires semblait à beaucoup presque comme de la science-fiction juridique, comme dans Jules Verne. Cependant, l'utopie est rapidement devenue réalité. Mais regardons-y de plus près. Je vais essayer de vous redessiner en fait en 3 étapes l'évolution de la réflexion de la CJUE. Tout d'abord, tout a commencé par une affaire contre la Hongrie au sujet de l'abaissement de l'âge de la retraite des juges, des procureurs et des notaires. C'est une affaire qui date de 2012. On a constaté que le traitement différent sur la base de l'âge enfreignait les interdictions de discrimination. Ici, au fond, on n'a pas défriché de terrain dogmatique en aucune mesure parce que la jurisprudence en matière de lutte contre la discrimination a toujours été progressiste, peu sensible aux compétences. Mais la violation de l'indépendance judiciaire soulevée par l'avocat général n'a pas été examinée. En pratique, la décision n'a pas eu d'impact majeur. En effet, à la suite de la procédure d'infraction, le gouvernement hongrois a adopté une loi non discriminatoire offrant aux juges en repris-retraite une compensation lucrative comme alternative au retour. La plupart des personnes concernées ont opté pour l'indemnisation. La deuxième procédure de nature innovante au niveau dogmatique, du point de vue du raisonnement, s'inscrit dans une certaine tradition. Il s'agit en fait des mandats d'arrêt européens et des conditions de détention inacceptables en Hongrie, en Roumanie. Normalement, la confiance demande l'exécution d'un mandat d'arrêt dans toute l'Europe. Mais une nouvelle perspective a été adoptée au vu des différentes conditions de la justice en Europe. Selon la Cour, l'exécution d'un mandat d'arrêt doit être suspendue sous 2 conditions. Premièrement, si des informations objectives fiables, précises et dûment actualisées sur les conditions de détention dans l'État membre des missions doivent démontrer l'existence de carences systématiques ou généralisées affectant des catégories spécifiques de personnes aux installations de détention spécifiques. Deuxièmement, il doit exister des motifs sérieux, étayés par des faits, de croire que la personne concernée sera également exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux dans le cas d'espèce. Par cette décision, la CJUE réagissait à un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale sur le mandat d'arrêt européen du 15 décembre 2015. Jusqu'à cette décision, elle considérait le principe de confiance mutuelle dans ce domaine comme pratiquement irréfutable. Des impulsions importantes sont venues de plusieurs décisions, également de la Cour européenne des droits de l'homme sur des conditions inhumaines de détention. Et ni la Cour constitutionnelle, ni la CJUE ne pouvaient ou ne voulaient ignorer ces arrêts de façon permanente. Ensuite, mesdames et messieurs, il y a eu la deuxième grande étape qui est arrivée comme un coup de théâtre. Il s'agit de l'arrêt du 27 de 2018 sur l'association du syndicat des juges portugais ASJP. Ces dernières années, il n'y a guère eu de décision de la CJUE qui a été si souvent décrite comme un arrêt révolutionnaire. Kuhn Lennart et d'autres comparent cet arrêt à Fangentenlos et Costa NL. En réponse à la crise de la dette souveraine dans un cadre de programme d'assistance financière de l'Union, les salaires des membres de la Cour des finances portugaise ont également été réduits d'un certain pourcentage. La CJUE estimait que cette réduction était compatible avec le principe de l'indépendance judiciaire, car la mesure s'appliquait également à d'autres titulaires de charges publiques et ne s'adressait pas spécifiquement aux membres du tribunal de Contas.
et les réductions n'étaient que temporaires. Ce qui était spectaculaire dans cet arrêt, c'est tout le raisonnement dogmatique qui a mené à ce résultat. La CJUE lie l'article 19.1, deuxième alinéa du TUE, avec l'article 2 du TUE et l'article 47, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux et tire de ces dispositions l'obligation des États membres de garantir le recours aux tribunaux nationaux et une protection juridique efficace. La condition préalable à une protection juridique efficace est, selon l'article 47.2 de la Charte, l'existence de tribunaux indépendants et impartiaux. La notion d'indépendance suppose notamment que l'organe en question exerce ses fonctions juridictionnelles en toute autonomie, sans être lié ou subordonné hiérarchiquement à une quelconque autorité et sans recevoir d'ordre ou d'instruction d'une quelconque autorité, et qu'il soit ainsi protégé contre toute intervention ou pression extérieure qui pourrait compromettre l'indépendance du jugement de ses membres et influencer leurs décisions. Alors, quel est le côté sensationnel de cette décision? La norme organisationnelle de l'article 19.1, deuxième alinéa du TUE, selon laquelle tous les États membres sont tenus de créer les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridique effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union, devient, par l'article 2 du TUE à l'article 47 de la Charte, une norme générale de contrôle des règles de droit. Et avec le postulat de valeur programmatique de l'article 2 du traité UE, on transforme en norme effectivement justiciable à la manière d'une clause de sauvegarde structurelle cette disposition. Cette approche contourne l'article 51.1 de la Charte qui régit l'applicabilité de la Charte. Au lieu de cela, l'accent est mis sur les domaines couverts par le droit de l'Union. Et ça a comme conséquence, en fait, que toutes les juridictions des États membres doivent se soumettre à ce contrôle. Il s'agit alors d'un contrôle de l'état de droit supranational et la tendance systématique du contrôle de l'état de droit s'adresse à des infractions individuelles et concrètes. Et la légalité de la procédure, en fait, n'est plus confiée comme tâche à la CJUE que lors du contrôle d'une décision. Et on arrive à un contrôle systémique de fond avec cet arrêt. C'est un danger pour l'équilibre fédéral et dès lors qu'on peut interpréter cela de manière très restrictive dans le sens d'une norme minimale européenne. Cette jurisprudence a d'autres conséquences qui se sont concrétisées de différentes manières. D'abord, dans le cadre d'une procédure préjudicielle. Ici, je veux notamment parler de l'affaire LM, où la Cour, pour la première fois, s'est saisie d'une suspension du mandat d'arrêt européen pour manque d'indépendance judiciaire systémique ou générale. En l'occurrence, la réforme de la justice en Pologne et les nouvelles dispositions débouchaient sur cette suspension de l'exécution du mandat d'arrêt européen. Le principe de la confiance mutuelle repose également sur le principe selon lequel les tribunaux pénaux répondent aux exigences d'une protection judiciaire efficace qui implique qu'ils soient indépendants et impartiaux. Lorsqu'une personne concernée affirme qu'il existe dans un État membre des carences systémiques ou au moins générales qui, selon elle, sont susceptibles de porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire et donc à la substance même de son droit fondamental à un procès équitable, l'autorité judiciaire qui se voit demander l'extradition doit procéder à un examen en deux étapes analogues à ce qui a été fait pour Aragnosi. Et ensuite, il y a une autre affaire, un arrêt de 2018 sur la réduction de la rémunération des juges en Espagne.
la chambre disciplinaire au bout de la procédure et estimé en fait que le droit avait été respecté. Ici, donc, la Cour s'est abstenu en fait de condamner une telle réduction parce que malgré la réduction des salaires, elle estimait que si les juges pouvaient encore s'acquitter de leur rôle, eh bien, cela restait légal. Alors que, disons, d'une autre affaire en Pologne, là, il est clair que les mêmes points ont été attaqués à partir du moment où ces différents critères d'indépendance n'étaient plus analysés individuellement, mais collectivement. Et là, on a souligné donc la règle de désignation des juges en fait ne pouvait être remis en doute. Pas plus que la neutralité des juges ainsi désignés et un recours a été donc on est découlé. Et contre la Pologne, il y a eu encore une autre affaire. Il s'agissait de l'abaissement de l'âge de la retraite ainsi qu'un traitement inégal des hommes et des femmes dans le système judiciaire ordinaire. Et cette fois, on a repris en fait le même raisonnement que pour l'affaire on a mis l'accent sur les modalités du mandat de juge au sens où les juges sont nommés par le ministre de la Justice. Et l'indépendance, en fait, des juges ne doit pas être remise en question et notamment, il faut qu'ils soient indépendants de toute intervention, influence extérieure. Et dans le contexte de la réforme de la justice, si ces éléments ne sont pas présents, les justiciables pourraient perdre confiance face aux juges et au ministre de la Justice. Et une attention particulière donc devait être portée à l'âge de la retraite. Eh bien, après tout ce qui précède, il apparaît que la procédure d'infraction s'avère un peu plus efficace pour le contrôle de l'état de droit que la procédure de renvoi. Car ici, la charge concrète du contrôle n'incombe pas à la juridiction de renvoi. Le contrôle est plus large et la multiplicité des procédures de renvoi est parfois difficile à maîtriser. En outre, en cas de non-exécution d'un arrêt rendu dans l'affaire des procédures d'infraction, la possibilité d'imposer une astreinte dont la procédure d'infraction, en effet, prévoit cette astreinte. Cependant, dans les décisions décrites ci-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne fait une fois de plus fi de l'ordre des compétences du droit primaire européen étant son propre accès de contrôle d'une manière problématique. Cette approche est soutenue par l'affirmation répétée de l'autonomie du droit de l'Union qui, selon la conception de la CJUE, autorise la création de droits de grande envergure. La procédure de sanction de l'article 7 est vide de facto et le nouveau mécanisme de l'état de droit a une efficacité limitée. À long terme, en fait, il me semble que les coûts de la juridiction sur le conflit de l'état de droit pourraient être élevés par l'intermédiaire de l'article 19.1 du TUE, paragraphe 2, en liaison avec l'article 19.1 du TUE, a obtenu le plein accès à tous les domaines non harmonisés. Et
en l'occurrence, ça pourrait conduire à des conflits très fondamentaux, au plus tard dans le contrôle des règles démocratiques dans un État membre, mais probablement même plus tôt, en amont, en fait. Car si l'on prend les déclarations de la CGUE au sérieux, l'organisation du système judiciaire en Suisse, par exemple, et dans de nombreux autres États membres de l'UE, serait contraire au droit communautaire, et ce qui ne doit pas inquiéter les collègues suisses autant que les collègues allemands. Comme on l'a vu dans le cadre de la suspension de l'exécution des mandats d'arrêt, si on estime que le pouvoir exécutif, le ministère de la Justice ou tout autre représentant de l'autorité peut influencer les juges, alors une suspension peut être bel et bien prononcée. Et comme on le voit, cependant, les choses ne vont pas toujours de la sorte avec l'affaire de l'exécution de mandats d'arrêt européens en Irlande émis par le ministère public de Lübeck et Zwickau. Ici, des doutes exprimés par le tribunal administratif de Wiesbaden concernent sa propre indépendance vis-à-vis du pouvoir législatif et exécutif. Parce que, premièrement, les juges sont nommés, promus par le ministère de la Justice, et deuxièmement, l'évaluation des juges par le ministère de la Justice est régie par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux fonctionnaires. Troisièmement, les données personnelles et coordonnées des juges sont gérées par le ministère de la Justice, qui a donc accès à ces données. Et quatrièmement, les fonctionnaires peuvent être nommés juges temporaires pour répondre aux besoins en personnel temporaire. Et cinquièmement, le ministère de la Justice détermine l'organisation externe et interne des tribunaux, l'affectation du personnel, les moyens de communication et l'équipement informatique dans les tribunaux et décide par ailleurs également des missions des juges à l'étranger. La CJUE a beaucoup de mal à lever ses doutes, demande de manière quelque peu nébuleuse que tous les facteurs pertinents devraient être évalués, conclut ensuite que les aspects mis en avant, pris isolément, ne sont pas suffisants pour faire naître des doutes quant à l'indépendance. Cela aurait pu être perçu complètement différemment cependant, compte tenu de la norme de contrôle établie. Et j'aimerais conclure en disant qu'il sera difficile de en fait justifier pourquoi certaines affaires ne sont pas traitées à la même aune. Il sera difficile de refermer cette nouvelle boîte de Pandore explosive. Merci beaucoup, Monsieur Foskule, pour vos explications et merci d'avoir respecté le temps imparti. Je me réjouis déjà de la discussion que nous allons avoir tout à l'heure. On continue tout de suite. Monsieur Grimm, professeur Grimm, est également ancien juge de la Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe. Il parlera de l'Europe, tâches, rôle et influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci, Monsieur Grimm, pardon. Je vous passe la parole. Mesdames et messieurs, la Cour européenne des droits de l'homme a pour mission de faire respecter les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme par les États membres du Conseil de l'Europe. La disposition pertinente pour le sujet de cette conférence aujourd'hui est l'article 6 alinéa 1 de la Convention CEDH. Selon elle, toute personne a le droit de faire entendre ses litiges par un tribunal indépendant. L'indépendance, je dois le dire, n'est qu'une des exigences contenues dans cette disposition. Le tribunal doit également être impartial, se fonder sur une loi, suivre une procédure équitable et ceci dans un délai raisonnable. Donc, vous voyez, cette garantie n'existe pas pour les juges, mais elle exige pour protéger les personnes qui font appel à un tribunal ou qui sont amenées devant un tribunal. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas pour mandat d'harmoniser ou même d'unifier le droit des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Non, il doit assurer une norme fondamentale de l'État. Et ce qui le distingue
de l'Union européenne qui doit harmoniser le droit ou les droits des États membres et qui modifie et prime sur le droit national. Mais la CEDH oblige les États membres de suivre la CEDH, de la respecter, mais ne peut pas harmoniser. Donc l'indépendance judiciaire se relève à l'application du droit dans les litiges. La garantie de l'indépendance est la suivante. L'application de la loi dans un litige doit s'orienter par rapport au droit et pas par rapport aux autres aspects comme l'économie ou autres. Qu'est-ce qui menace l'indépendance? Eh bien, la CEDH l'a défini, à savoir le pouvoir d'État, c'est-à-dire la politique. Voilà, tous les pays produisent un peu le droit et c'est la politique qui le fait. Mais dans l'état de droit, le pouvoir judiciaire est émancipé par rapport à la politique. Donc l'application de la loi ne doit pas suivre la politique, mais il doit y avoir une indépendance par rapport aux instructions politiques. Autour de cet élément clé de l'indépendance, il y a pourtant bon nombre d'instances. Ces instances ont un impact indirect sur l'indépendance judiciaire. Donc, cette garantie doit également s'étendre à l'environnement du pouvoir juridique. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme regarde l'article 6, alinéa 1, et l'interprète. Si on y regarde de plus près, on voit que depuis les années 80, il y a 4 éléments qui entrent en jeu. D'abord, la manière dont les juges sont nommés. Deuxièmement, la durée de leur mandat. Troisièmement, l'existence des garanties contre les influences extérieures. Et finalement, la façon dont se présente cette indépendance du système judiciaire. La Cour a dit rapidement que ces 4 points ne traitent pas de façon exhaustive tous les aspects. Donc, d'autres critères s'y ont ajouté. Je vous donne quelques exemples. L'inamovibilité des juges, l'absence d'instruction, la liberté d'instruction, le secret, l'immunité, le secret de délibération, le caractère contraignant des décisions, la rémunération des juges. Et ce qui si je n'ai pas oublié quelque chose, on ne dit rien, pourtant, ce qui me surprend, rien pour au sujet de la réélection des juges. Mais depuis peu, on regarde également l'indépendance au sein du système judiciaire, c'est-à-dire les présidents des tribunaux, par exemple. Là, il y a l'évaluation qui entre en jeu, l'évaluation des juges et des présidents des tribunaux. Mais ce sont les 4 principes que j'ai mentionnés et j'aimerais bien savoir comment ces 4 principes se comportent par rapport à l'indépendance par rapport aux instructions. Qu'en est-il de leur garantie lorsqu'on parle de l'indépendance interne des juges et à l'intérieur du système? Mais je ne vois pas de système dans cette définition. Et pourquoi? Je pense que bon nombre d'aspects entrent en jeu et des tribunaux exceptionnels, par exemple. Et il y a une brèche pour l'influence extérieure, c'est l'élection des juges. Et là, on en a déjà parlé d'ailleurs. On en parle beaucoup, mais et si on arrive à
avoir des juges qui font tout ce qu'on souhaite, tout ce que la politique souhaite. On n'a même plus besoin de définir l'indépendance par rapport aux instructions. Mais bien évidemment, il y a certaines difficultés qui se présentent, non seulement au sein de l'Union européenne avec 25 membres, le Conseil de l'Europe a 47 membres, et cela nous donne toute une panoplie d'organisations du pouvoir judiciaire. Et le tribunal, la Cour européenne doit faire face à toute cette panoplie de systèmes organisationnels. Et si on connaît les constitutions, on ne sait toujours pas assez sur l'indépendance des tribunaux des pays membres. On a besoin de connaître la pratique et de la culture juridique. Il y a la possibilité des systèmes de nominer des juges qui et parfois toutes les portes sont ouvertes à la corruption, alors que le pouvoir politique n'en profite pas. Et on peut avoir le cas contraire, à savoir là où il y a vraiment des garanties contre la perte de l'indépendance des juges, alors que ces garanties sont contournées. Ce sont là les difficultés avec lesquelles la Cour doit faire face. Et la Cour européenne des droits de l'homme se tire de l'affaire en disant qu'il n'y a aucun système qui peut garantir le respect de l'article 6, alinéa 1. Et il dit donc que chaque système d'élection est acceptable du moment où les personnes élues sont indépendantes par rapport aux instructions. Mais il faut faire attention. Cette garantie doit être appliquée à tout moment. Quel est le problème? À mon avis, la Cour européenne évalue la situation de l'indépendance à l'égard de toute instruction rien que sur la base des jugements et de la loi, mais pas par rapport à la pratique. Il y a des organes différents et on sait que dans les États anciennement socialistes, on a eu plusieurs organes qui se sont occupés. La question est toujours de savoir qui procède à la nomination des juges. Et même dans un cas où les juges et les conseils des juges sont nominés par le président de l'État, la Cour européenne n'a pas fait opposition si les juges nominés étaient libres dans leur pouvoir décisionnel. La durée du mandat joue également un rôle. Et la durée du mandat d'un juge est normalement réglée dans la loi. Ça peut être 3 ans, qui serait un mandat relativement court. Si l'indépendance est garantie, c'est acceptable. Donc la durée du mandat est toujours liée à cette indépendance. Et la fin du mandat joue également un rôle. Est-ce qu'on peut terminer le mandat d'un juge avant la fin légale du mandat ou pas? Ça aussi, là aussi, il y a un lien étroit avec l'indépendance. La garantie, selon la Cour européenne, est donnée lorsqu'il peut être exclu que les juges peuvent être
retirés de leur fonction avant le terme de leur mandat. Selon la Cour européenne, il peut y avoir des raisons pour terminer un mandat avant son terme, mais la Cour européenne exige que cette termination du mandat avant son terme repose sur des lois et des définitions précises. Donc, l'indépendance seule ne suffit pas. Il faut également que les justiciables puissent comprendre cette indépendance et puissent avoir l'impression que les juges sont indépendants. Ce n'est que comme cela que les justiciables puissent développer une confiance dans le système judiciaire. Donc, je parle ici aussi de la façon dont se présente cette indépendance. Si j'avais un peu plus de temps, je ferais ce que M. Foskoul a dit, c'est-à-dire parler de cas individuels. Mais maintenant, je ne peux que donner un aperçu global. Tous les cas montrent que l'indépendance du système judiciaire est multifactorielle. Il y a des menaces d'un peu partout et sur tous les niveaux. Quel est le degré d'indépendance du système judiciaire dans un pays? Eh bien, on ne peut que le savoir lorsqu'on regarde tous les facteurs ensemble qui sont étroitement liés les uns aux autres. Donc, M. Foskoule a parlé d'une protection systématique. La Cour européenne ne l'offre pas encore, à mon avis. La Cour européenne parle de certaines mesures, de facteurs. Il peut y avoir des cas très clair lorsque, par exemple, en Russie, on échange 11 juges l'un après l'autre jusqu'à ce qu'on a un juge en fonction qui fait ce que la politique souhaite qu'il fasse. Là, on peut avoir un cas clair, mais en règle générale, les cas ne sont pas aussi clairs que cela. Donc, il faut regarder la pratique et la culture du système juridique avant de pouvoir faire une évaluation. Et la Cour européenne ne le fait pas encore. Mais il y a toujours des votes individuels des juges qui exigent une activité plus approfondie. Il y a donc un souhait de garantir l'indépendance du système judiciaire. Et il faut, pour y arriver, regarder non seulement les lois, mais aussi la pratique. J'espère que nous allons en discuter, notamment avec Madame Nussberger qui est là, et elle me corrigera car elle est l'experte en la matière. Merci beaucoup, Monsieur Grimm, pour cet exposé très intéressant et riche en enseignements au sujet de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci aussi d'avoir respecté le temps que vous êtes imparti. Et troisièmement, je vous remercie d'avoir déjà présenté l'intervenante qui va suivre, puisque vous avez annoncé que Madame Angelika Nussberger allait prendre la parole en tant qu'experte, effectivement, puisqu'elle est ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Madame Nussberger, je vous en prie, nous vous écoutons. Vous allez nous parler du sujet Europe pour les possibilités d'influence de la Commission de Venise. Oui, merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes deux préopinants ont un avantage parce qu'ils ont des normes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ça ancre leur travail. L'article 19 du TUE était mentionné.
ainsi que l'article 6, je veux dire, de la charte. Mais dans mon cas, il y a des règles non contraignantes, c'est plus compliqué. On ne peut pas simplement s'appuyer sur une norme. Et j'aimerais vous parler d'une opinion que j'ai prononcée, d'une expérience que j'ai faite, et j'imagine que vous avez tous rencontré dans votre rôle de juge ou d'expert, où il a été particulièrement difficile pour chacun de nous de parvenir à un compromis. Où il faut lutter longuement pour que chacun ait l'impression de pouvoir apposer sa signature au bas d'une décision. Pour moi, l'un des exemples les plus impressionnants était la lutte menée au sein de la Commission de Venise pour parvenir à une compréhension commune de ce qu'il convient d'entendre par norme européenne en matière d'indépendance des juges. Les rapporteurs étaient le président de la Cour constitutionnelle russe, M. Zorkin, le professeur de droit pénal italien, M. Nepi Modena, le juge retraité de la Cour suprême islandaise, M. Thorfasen, et moi-même, pour donc prononcer un avis sur l'indépendance des juges en Europe. Le principal problème était en fait la division Est-Ouest. Alors que les États d'Europe centrale et orientale s'efforçaient, après 1989, de construire de nouveaux systèmes judiciaires et que la création de conseil de la magistrature, certains arrangements structurels et organisationnels semblaient être les meilleures pratiques. Les représentants des soi-disant vieilles démocraties qu'elles ne voyaient pas comment imposer certaines normes objectivement raisonnables, alors que sans s'y conformer, il était néanmoins possible de construire un système judiciaire qui inspirait confiance, comme cela avait été prouvé pendant de nombreuses décennies. Pourquoi donc réinventer la roue si toute une partie de l'Europe, en fait, peut s'en passer et l'approuver pendant longtemps? Le compromis a été trouvé dans la formule suivante que j'aimerais citer. En Europe, il existe une variété de systèmes différents de nomination des juges. Il n'y a pas de modèle unique qui pourrait s'appliquer à tous les pays. Ensuite, dans les démocraties plus anciennes, l'exécutif a parfois une influence décisive sur la nomination des juges. De tels systèmes peuvent fonctionner correctement dans la pratique et permettre l'indépendance du pouvoir judiciaire, car ces pouvoirs sont limités par la culture et les traditions juridiques qui se sont développées au fil du temps. Troisièmement, les nouvelles démocraties n'ont cependant pas eu encore l'occasion de développer ces traditions qui peuvent prévenir les abus et donc au moins dans ces pays, des dispositions constitutionnelles et statutaires explicites semblent nécessaires comme garantie pour prévenir les abus politiques dans la nomination des juges. Ça signifie que la Commission de Venise, qui s'efforce de créer une même norme valant pour tous, a dû trouver cette formule pleine de distinguos et s'en satisfaire. Il y a, me semble-t-il, un élément qui est aussi important pour la discussion sur l'indépendance judiciaire en Allemagne et en Suisse, justement, savoir pourquoi on ne va pas forcément imposer une norme qu'exigent d'autres pays. Sujet donc du compromis qu'avait trouvé la Commission de Venise, j'aimerais vous présenter en fait 3 exemples du travail très actuel de la Commission de Venise qui fonctionne un peu comme un sapeur-pompier de l'état de droit que je vous illustrerai pour aborder ensuite la question de l'indépendance de la justice comme garante de la primauté et du droit. Mes exemples portent sur l'Albanie, la Russie et la Pologne. En Albanie, on s'est rendu compte que le système judiciaire était complètement, pourrait-on dire, corrompu et que
ce n'était pas un problème, en fait, que l'on pouvait résoudre rapidement. C'est tellement habituel, par exemple, de devoir payer tellement pour un poste de juge que si vous n'étiez pas corrompu dans vos décisions, vous ne pouviez pas rembourser votre dette. Et on voulait donc inverser cette tendance. La méthode pour y parvenir a été d'envisager une vetting procedure, une procédure de vérification portant sur les juges déjà nommés et ceux encore à nommer, où ils devaient divulguer tous leurs avoirs propres, mais pas seulement les leurs, mais aussi les avoirs des partenaires sur 20 à 30 ans, ceux de leurs parents, etc. Il s'agissait donc d'une vérification d'une ampleur incroyable exercée par une commission indépendante. Par exemple, on vérifiait si quelqu'un avait un logement qu'il ne pouvait pas se permettre avec son juge. Alors, en fait, le résultat était négatif. Eh bien, en conséquence, presque tous les juges ont échoué au terme de cette procédure. Et au fond, la Cour institutionnelle, il n'y avait plus en fait de juge. Il y a seulement une femme juge qui reste en fonction à la Cour suprême, mais son mandat a effectivement expiré. Et à la Cour constitutionnelle, il n'y avait plus qu'un juge dont le mandat avait en fait expiré. C'était un peu un blocage pour ce mécanisme de remplacement de la Cour constitutionnelle parce qu'un tiers était désigné par le président, un tiers par le Parlement, un tiers par la Cour suprême. C'est pourquoi la Commission de Venise a été saisie pour intervenir parce qu'avec la procédure de vérification suivait de bonnes intentions, mais tout avait été ensuite bloqué en conséquence. Alors, la commission de Venise a examiné cette affaire. Donc, cet exemple avec la procédure de vérification qui était bien intentionnée, en fait, on n'a pas réussi à résoudre un problème qui était endémique depuis très, très longtemps. J'aimerais vous donner un deuxième exemple qui porte sur la Russie, qui est très récent, où on a modifié la constitution nationale. Et, la commission de Venise a examiné cette révision parce qu'il y a des points qui concernent la justice, notamment, par exemple, le président de la Fédération russe peut nommer et révoquer les présidents, les vice-présidents et les juges de tous les tribunaux fédéraux. Il peut aussi donc prendre l'initiative de la procédure de révocation. C'est lui qui l'initie et c'est ensuite le conseil de la fédération qui l'exécute. En cas d'atteinte à l'honneur, à la dignité du rôle de juge, ainsi que toute autre situation définie par la loi qui montre que le juge est incapable de continuer à exercer ses fonctions, cette révocation peut intervenir. Et on peut voir de problèmes de fond, la dépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif, parce que si le président a tous les droits, de nommer comme de révoquer, et cela sur la base de critères définis de manière trop vague. En effet, normalement, les normes européennes demandent qu'on doit établir clairement dans quelles circonstances un juge doit être limogé. Et la commission de Venise a été priée de formuler son avis. Mais on voit que ces deux exemples, du point de vue constitutionnel, montrent que la tendance est à l'affaiblissement de la justice et à la dépendance du pouvoir judiciaire face à l'exécutif. Mon troisième exemple est la Pologne. Le professeur Foskul en a déjà beaucoup parlé. Et
en lien avec la CJUE. On connaît beaucoup des affaires examinées aussi bien par la CJUE, comme je l'ai dit, mais aussi par la commission de Venise qui a formulé un avis en 2020 au sujet de l'interdiction de douter qu'un juge nommé par le président soit un juge légitime. Et la commission de Venise devait approuver le fait que, en fait, l'arrêt de la CJUE ne devait pas être respecté et que une chambre extraordinaire pouvait, elle, statuer. Or, nous estimions que cette chambre que la CJUE considère illégitime ne convenait pas dans son rôle de sapeur-pompier de l'État de droit de la commission de Venise. Et on voit bien avec ces exemples que la Constitution brûle de plus en plus dans bien des maisons d'Europe. Et nous sommes appelés à formuler des avis sur l'indépendance de la justice. Et par ailleurs, la Commission de Venise a aussi pour rôle de formuler des prises de position de principe sur des questions de fond, comme elle l'a fait par exemple sur la prise de position sur l'indépendance de la justice datant de 2010. Comme je vous l'ai dit, la Commission de Venise ne dispose pas de normes. Elle suit en fait complètement la jurisprudence de la CJUE. Tout ce que arrête la CJUE est repris par la CV, ainsi que la jurisprudence de la CJUE et l'ensemble des principes basiques d'indépendance of the judiciary et aussi la charte européenne sur le statut des juges, toutes les recommandations qui peuvent avoir valeur de norme. Mais c'est une méthode de travail qui pose des problèmes. Non seulement pour l'Europe, mais on inclut aussi des arrêts sur des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et puis, il y a aussi des instruments non contraignants auxquels nous avons recours pour formuler nos avis. Or, l'idée de la norme Europe et qu'elle doit évoluer avec le temps. Alors, à la question de savoir si la Commission de Venise a eu du succès. Il faut dire que la Cour de justice de l'UE juge déjà sur l'état de droit, le contrôle, mais seulement pour ces États membres. Or, la Commission de Venise, elle statue pour d'autres pays aussi. Et son bilan est mitigé. Comme par exemple en Albanie, on voit que concrètement, un juge qui avait été nommé, finalement a été considéré non nommé en suivant l'avis de la Commission de Venise. Et ailleurs, on voit aussi que la Cour européenne des droits de l'homme a repris des décisions de la CV et les a donc ainsi anoblies. Mais dans l'exemple de la Pologne, cela n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, nous allons également considérer les cas de l'Allemagne et de la Suisse. Alors, il y a des autres questions qui entrent en ligne de compte. Monsieur Foscoul a mentionné l'affaire du tribunal de Wiesbaden, mais il faut bien voir que
dans différentes régions d'Europe, les conditions cadres varient beaucoup et le problème principal est de développer des normes univoques et uniformes. Le président, par exemple, ne devrait pas avoir le droit, en fait, de prendre l'initiative d'une révocation, d'un limogeage, comme on l'a vu par exemple en Russie. Il me semble important à ce stade de souligner que, vu ces normes non contraignantes, la Commission de Venise a dressé une sorte de checklist de la primauté du droit. Et c'est assez utile et pratique. Par exemple, on parle de la légalité, la sécurité juridique, la prévention des abus de pouvoir, l'égalité des droits, interdiction de la discrimination, accès à la juridiction et aussi de l'indépendance et de l'impartialité. Alors, dans ce contexte, la Commission de Venise examine cette checklist. Ces éléments sont l'aune à laquelle l'indépendance doit être jugée. Et notamment, il y a 24 questions considérées comme centrales pour juger de l'indépendance et de l'impartialité, qui sont la nomination à vie limitée, les motifs de licenciement, les règles relatives à l'indépendance des juges, les mandats, les conditions de discipline, etc., la détermination de la procédure de licenciement, la possibilité de faire appel à une révocation et un autre point qui me semble très, très important, c'est l'élément de la culture, parce que quelle est l'opinion publique en ce qui concerne les éventuelles influences et manipulations politiques dans la nomination, la promotion des juges, ainsi que dans leurs décisions dans des cas spécifiques. En effet, c'est important de considérer aussi cet élément propre à la culture individuelle d'un pays, comme l'a déjà mentionné M. Grimm. Dans l'ensemble de l'Europe, il faut bien dire que ce facteur culturel joue un grand rôle. On le voit par exemple dans la procédure disciplinaire. Il y a beaucoup de pays où il y a des abus de pouvoir latents, alors que les mêmes procédures, en fait, ne donnent pas dans la pratique lieu à de tels abus. Et cela a fait que dans le cas Volkov contre l'Ukraine d'un côté, Ramos Nunes contre le Portugal d'un autre côté, la Cour européenne des droits de l'homme a tiré des conclusions différentes à partir de cadres similaires. Alors, je pense qu'il y a des problèmes sur l'indépendance de la justice dans tous les pays d'Europe, mais je pense qu'il est difficile de définir une aune à laquelle mesurer tous les cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nussberger. Je me répète, mais je le fais volontiers. Vous aussi, pour votre exposé riche en informations et pour avoir respecté le temps qui vous est imparti. Donc, nous avons à présent les quelques 45 minutes à disposition que nous avions prévues pour la table ronde. Pour l'instant, aucune question ne nous sont parvenues via la boîte de dialogue. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose ou à me formuler des exemples de votre propre pratique professionnelle. Nous accueillerons vos interventions écrites dans la boîte de dialogue avec plaisir. Pour l'instant, il n'y a rien dans la boîte de dialogue. Alors, je vais commencer en essayant de poser la première question. Madame Nussberger, vous avez dit
que la Commission de Venise est un peu le corps des sapeurs-pompiers pour l'indépendance du système judiciaire et s'efforce également de faire des propositions et qu'elle a trouvé, et vous avez déjà parlé aussi du compromis entre les nouvelles démocraties et les anciennes démocraties. Moi aussi, je m'étonne parfois lorsque je parle aux collègues en Suisse, mais aussi en Europe, d'apprendre que les efforts de la Cour européenne ne sont pas connus. La nomination, il a été dit, la nomination des juges est une question cruciale. Et on voit qu'à Strasbourg et à Luxembourg, ces derniers temps, il y a eu des changements spectaculaires, notamment dans le cadre de la qualité. On vise à renforcer la qualité et les compétences des juges pour renforcer leur rayonnement. Concrètement, depuis le contrat de Lisbonne, l'article 255 sur la fonctionnalité de l'Union européenne, nous avons ce comité des 255 et Monsieur Voskuhle, vous êtes non seulement membre mais président de ce comité. Nous avons eu un exemple récent avec ce comité 255. Cet exemple nous montre que la Commission peut faire des expertises avec une grande portée. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre pratique, de votre travail pratique? Et à Strasbourg, on a constaté aussi que la Cour européenne est critiquée aujourd'hui, alors que cette critique était encore impensable il y a une vingtaine d'années. Et on a vu que ces juges n'ont peut-être même plus les compétences ou les mêmes personnalités que comme c'était le cas avant. Je pense qu'il y a peut-être aussi un lien avec les nouveaux membres. On a vu qu'une commission d'élection et de nomination doit être mise sur place pour traiter les 3 propositions soumises ou pour les traiter, pour les commenter, pour les refuser, de manière à ce que des juges compétentes et compétents puissent être nominés. Madame Nussberg, est-ce que lorsque vous êtes en contact avec les nouvelles démocraties, est-ce que vous avez déjà vu de tels exemples? Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà parlé de ces exemples? Ici, on a une commission judiciaire, comme on le voit, comme on va le voir, mais qui n'a pas toujours fait ses devoirs dans le passé. Lorsque je parle de grandes modifications constitutionnelles, je pense que là, il faudrait peut-être apporter des améliorations avec une telle commission qui existe à Strasbourg, telle qu'elle existe à Strasbourg et à Luxembourg. Donc, je vous pose la question à vous 3, mais Madame Nussberger, est-ce que vous souhaitez commencer Strasbourg et Luxembourg? Est-ce que vous êtes déjà intervenu avec la commission de Venise? Oui, vous parlez d'un point crucial, la nomination des juges. Qui portent, eux, leur jugement? Ça, c'est un problème, effectivement. Par exemple, mon mandat s'est terminé il y a 1 an et demi. Le mandat de ma collègue d'Ukraine s'est terminé il y a 2 ans.
mais elle est toujours sur place parce que l'Ukraine n'a même pas présenté une liste pour des successeurs. Donc, je dois me poser la question de savoir qu'en est-il de la légitimité de juges qui ne peuvent pas être remplacés, car les États ne présentent pas de successeurs. En outre, il y a des listes de successeurs qui ont été complètement bloquées parce que les organes dont vous avez parlé ne peuvent pas assurer une succession. La liste de la Turquie, par exemple, a été refusée pendant 2 ans et demi. La Turquie, l'Azerbaïdjan sont dans la même situation. Donc, il y a très peu de juges qui sont partis et qui ont été remplacés tout de suite. Et même dans ce cas-là, les standards n'ont pas toujours été respectés. L'Allemagne s'est vue confrontée aux reproches de ne pas avoir été transparent. Donc, cette transparence est également importante. Et si vous avez une situation que les juges qui reprochent à d'autres États de ne pas être transparents ou indépendants sont eux-mêmes dans une situation où ils ont déjà dépassé la durée de leur mandat, il faut se poser des questions. Et voilà, dans la Commission et la Cour européenne, on a une situation. On a certains organes qui prennent la situation très au sérieux et c'est bien, mais les recommandations ne sont jamais contraignantes. C'est ça aussi qui pose problème. En ce qui concerne la CEDH, moi, je pense aussi la possibilité de réélection est critiquable. Je pense que ce n'est pas vraiment compatible avec ce qu'on exige, nous, la Commission. Même les juges temporaires sont problématique, alors que nous avons souvent le cas où les juges doivent, de façon répétitive, être confirmés dans leurs fonctions. Donc, il faut toujours aussi regarder sa propre situation. La Pologne, par exemple. En tant que Cour européenne, on a une autre structure que la justice en Pologne, mais c'est l'application qui compte, n'est-ce pas? L'application du système. Donc voilà. Merci. Monsieur Voskuhle, est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, merci beaucoup. Je dois vous corriger, je ne suis pas le président du comité 255. Je suis le senior, oui, ça fait 7 ans que j'y suis actif, mais je ne suis pas le président. Mais nous sommes 7 personnes dans ce comité. Et on voit que c'est toujours un peu difficile de trouver des personnes qualifiées dans tous les pays. Nous avons élaboré les qualifications à remplir. Et il faut avoir une certaine expertise auprès de la Cour européenne, c'est-à-dire le français et la langue de travail. Il faut maîtriser cette langue et il faut avoir des connaissances, de bonnes connaissances approfondies en droit européen. Et je sais qu'il y a des situations où on doit poser des questions ouvertes aux candidats et candidates. Ces candidats et candidates doivent se présenter personnellement devant le comité et on demande quelles sont les décisions les plus importantes, 3 décisions les plus importantes dans les 10 dernières années. Et parfois, on n'a pas de réponse. C'est choquant. Et il ne s'agit pas seulement des candidats, candidates venant des nouvelles démocraties qui échouent. Non, on a également des candidats de l'Autriche, par exemple. Les exigences sont élevées, oui. Il faut avoir l'expérience internationale qui font défaut, parfois, notamment en ce qui concerne les candidats venant des petits pays. Jusqu'ici, on n'a vécu aucune situation où notre recommandation n'a pas été suivie.
Le Conseil européen a toujours suivi nos recommandations et je pense que si tel ne serait pas le cas, les membres de la Commission quitteraient la Commission parce que leur fonction n'aurait aucun sens. Donc, nos recommandations doivent avoir un certain poids. Jusqu'ici, ça fonctionne bien. Mais on voit aussi un développement positif, c'est-à-dire la procédure de la nomination est de plus en plus structurée, de plus en plus pays ont une procédure transparente de nomination de juges et cette procédure repose dans la plupart des cas sur l'état de droit. C'est positif. Donc, on voit qu'il y a un effort qu'on fait dans la plupart des pays et cela est convaincant. Lorsqu'on voit que quelqu'un a été nominé dans le cadre d'une telle procédure, cela augmente la confiance en son indépendance vis-à-vis des intérêts politico-politiciens. Mais lorsque quelqu'un devient juge alors qu'il n'a pas fait une carrière de juge, qu'est-ce qui se passe? Les secrétaires d'État, par exemple, anciens secrétaires d'État, anciens politiciens qui ont eu beaucoup de succès en négociant l'adhésion à l'Union européenne, par exemple, qui sont très compétents, mais qui n'ont aucune carrière, aucun passé comme juge. Est-ce que ces personnes sont acceptables? La Commission ne peut pas le dire. On a besoin d'une bonne expérience sérieuse de 20 ans. Mais le critère de sélection n'est pas d'avoir une expérience de 20 ans comme juge. Et la mentalité est différente. La compréhension du droit change complètement. Et donc, la situation change. L'attitude, la culture d'un tribunal et d'une cour peut changer. C'est de ça qu'il faut discuter un peu plus. Donc, il faut se faire une idée. Quelle est notre idée qu'on se fait de juge? C'est quoi comme personnalité un juge? On a eu un cas relativement grave, notamment au niveau européen, mais aussi dans les pays membres et la Suisse. Il faut se demander quelle est l'image qu'on se fait d'un juge. Qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme personnalité? Il faut développer des critères et c'est extrêmement difficile car même notre idée de l'indépendance, même notre idée comment agir en toute indépendance, elle n'est pas la même un peu partout. Donc, je pense que cette réflexion est nécessaire. Merci, Monsieur Voskuhle. Monsieur Grimm, qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez une réponse? Madame Nussberger et Monsieur Voskuhle vous ont déjà lancé des mots-clés. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, j'ai beaucoup d'expérience, mais pas dans ce domaine. J'ai beaucoup moins d'expérience dans ce domaine que Madame Nussberger et Voskuhle, car je n'ai jamais été membre d'une cour internationale. Mais je suis d'accord avec Madame Nussberger lorsqu'elle dit que la réélection d'un juge est un moment crucial et sensible. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un candidat, une candidate ne remplit pas les exigences et les attentes? Je ne sais pas si la Cour européenne des droits de l'homme a pris des décisions à ce sujet, mais je pense qu'il faudrait vraiment prêter attention à ce sujet. La Cour européenne, je sais, à la Cour européenne, on essaye d'éviter des opinions divergentes parce que
à ce moment-là, on a une individualisation et on s'expose au risque. Donc, on évite d'avoir des opinions divergentes. Ça veut dire qu'on évite de s'exposer et il faut en discuter. Une cour internationale doit veiller à ce que les membres pour lesquels elle prend des décisions soient traités sur un pied d'égalité. Mais est-ce possible lorsque les conditions ne sont pas les mêmes dans ces pays? Donc, si j'applique quelque chose de la même manière sur des systèmes qui ne sont pas les mêmes, j'instaure une injustice, n'est-ce pas? Et ça peut poser problème. Ah oui, c'est un point important et intéressant. Maintenant, nous avons regardé la Cour européenne, les droits de l'Union européenne et Strasbourg. Et on voit qu'il y a peut-être parfois aussi des pertes de confiance à Strasbourg. D'un autre côté, on peut s'améliorer. La CGCE l'a déjà fait. La Cour de justice de l'Union européenne l'a déjà fait. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? Est-ce que vous pourriez élaborer un peu sur la situation de Karlsruhe, la Cour européenne d'Allemagne? Car la Cour européenne constitutionnelle d'Allemagne jouit d'une très bonne réputation. Ses membres jouissent d'une grande confiance. On se sert volontiers des décisions de Karlsruhe. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau national, il y a quelque chose qui est bien, qui fonctionne bien, même mieux que dans d'autres États, même mieux qu'à Strasbourg. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu ce point? Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien, notamment par rapport à la nomination des juges? Oui, volontiers. J'ai fait mes expériences en tant que président. Eh bien, on a un avantage à Karlsruhe. On a besoin d'une majorité des 2/3 dans le Bundestag ou dans le Bundesrat pour la nomination. Donc, les partis sont obligés de se mettre d'accord sur des personnes et ça, c'est un avantage, un grand avantage. C'est-à-dire des personnalités extrêmes ou extrémistes, extrémistes de gauche ou de droite, n'ont aucune chance d'être nominés. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est un point important, comme le deuxième. Et je ne l'ai compris que lorsque j'y ai travaillé. Et on m'a posé la question de savoir pourquoi Karlsruhe n'est pas la proie à la politique. Donc, on gagne bien, on pourrait bien placer les personnes qui font ce que les partis politiques veulent. Et pourquoi? Les juges sont extrêmement bien qualifiés. Monsieur Habert et Müller vraiment sont des juristes exceptionnels avec des qualifications exceptionnelles. Eh bien, il faut travailler soi-même à Karlsruhe. Parce que dans la délibération, on est tout seul. Et si on n'a aucune idée de quoi on parle, ça se voit. Aucun homme ou aucune femme politique veut se faire poser la question de savoir, eh bien, madame, monsieur, pourquoi vous n'avez pas pris comme base de décision la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, machin chose, et tel article. Eh bien, voilà, il faut connaître. Il faut savoir de quoi on parle et il faut travailler soi-même, il faut élaborer les sujets soi-même. Et notamment dans les délibérations, il faut
bien connaître les affaires et les cas. Ce n'est pas très attrayant pour les personnes qui souhaitent représenter. Non, les personnes qui viennent travailler à Karlsruhe sont des personnes qui veulent s'engager. En outre, il y a une pression très forte sociale et il y a une pression dans le sens où tout le monde veut démontrer son indépendance et ne pas être politique, ne pas agir de façon politicienne. Donc, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas vraiment toutes les compétences, mais qui font un vrai effort pour y arriver. Par conséquent, la qualité est extrêmement élevée. Mais évidemment, tout n'est pas parfait à Karlsruhe. La pression monte. Il faut avoir de plus en plus une composition représentative. On l'a vu la dernière fois, pendant la dernière nomination, il fallait absolument avoir quelqu'un qui vient des anciens pays socialistes. Donc, les anciens Länder socialistes devaient être représentés. Je peux être ouvert ici. Donc, on s'est engagé pour une candidate qui était moins forte parce qu'elle venait des anciens pays socialistes. La question maintenant qui se pose est de savoir est-ce qu'il faut avoir des représentants d'autres groupes, les hommes, les femmes, les églises, d'autres mouvements? Est-ce qu'on doit être représentatif? Moi, j'y vois un problème. Les juges ne sont pas un collège représentatif. Non, ils doivent et elles doivent résoudre des cas de façon indépendante. Et ça devient de plus en plus difficile. Et on craint de plus en plus que l'influence se fasse sentir de plus en plus clairement et qu'on nous oblige d'être représentatifs. Ça, c'est un aspect que je trouve très difficile. Oui, merci. Thomas, tu voudrais poser une question? Oui. D'abord, en fait, j'ai une instruction pour ceux qui veulent poser des questions. Ne les posez pas dans la boîte chat, mais dans la FNA. Par ailleurs, nous avons aussi prévu un exposé de Madame Anne Sanders après la pause. Elle enseigne à l'université de Bielefeld, mais elle est déjà parmi nous avant, donc son exposé. Et elle conseille les organes propres au Conseil de l'Europe et au sujet de cette cour suprême, j'aimerais lui demander dans les 3 exposés qu'il y a eu jusqu'à présent, des rôles sont très distincts. La commission de Venise a plutôt un rôle consultatif. Les États doivent faire preuve de bonne volonté pour accepter les recommandations formulées, alors que la CJUE, quand elle examine l'indépendance judiciaire, a acquis plus d'autonomie. Quant au professeur Grimm, vous avez déclaré que la CEDH ne le fait pas encore. Elle examine des points spécifiques. J'aimerais savoir, à vos yeux, qu'est-ce qui devrait se passer pour que la CEDH intervienne aussi sur ce plan. Et j'ai aussi l'impression, vous pouvez abonder dans mon sens ou non, que ça fonctionne mieux au sein de l'Union européenne parce que des mécanismes sont en place et donc fonctionnent. À l'extérieur, Russie, en Turquie, là, ça ne fonctionne pas du tout. Qui souhaiterait commencer à répondre? Bien.
j'aimerais dire quelque chose à ce propos. Si on examine les échelles d'organes juridiques, il n'y a pas seulement des différences quantitatives d'un État à l'autre. Au sein du Conseil de l'Europe, mais c'est surtout au niveau qualitatif que ça change. Ça devient de plus en plus hétérogène et les dernières mesures envisagées pour apprécier l'indépendance dans tel ou tel pays, tout en encore comparant ce niveau d'indépendance à celui d'autres pays, n'avance pas. C'est pourquoi il me semble qu'il y a encore des possibilités inexploitées au sein de la CEDH. Alors, je ne sais pas comment le faire concrètement, mais je pense que nous devons le faire. Il le faut aussi parce que la culture d'indépendance, elle est difficile à juger de l'extérieur. On la ressent plutôt. Mais si c'était possible de dresser peut-être 7 ou 8 variables et définir pour les apprécier afin de se faire une idée de degré d'indépendance d'un pays. Si on parvenait à faire cela, on aurait déjà gagné quelque chose. Et puis, Madame Nussberger, qui a vu ça de plus près que moi, a certainement une opinion plus pertinente encore. Oui, je m'exprime volontiers aussi là-dessus. Tout d'abord, j'aimerais déclarer que les cas d'examen de l'indépendance judiciaire ont augmenté de plus en plus. Effectivement, c'est un problème pressant. Mais à la CJUE, il n'y a pas de vraiment bon instrument. On l'a bien vu avec l'exposé de M. Voskuhle. La Cour s'est arrogée des droits qu'elle n'avait pas à la base pour faire avancer les choses. Ça peut être problématique du point de vue dogmatique. Bien, il y a aussi un problème de cet ordre, de la même nature dogmatique pour la CEDH, parce qu'elle s'occupe des affaires, des cas pour protéger les citoyens. Quelqu'un arrive, j'étais devant cette cour indépendante et je ferai valoir sa décision, mais il est toujours extrêmement difficile, et il faut bien le dire, quand il y a des tribunaux extraordinaires, parfois militaires, de faire valoir des critères de nature objective. Alors, quand on voit l'effondrement de la justice en Pologne, c'est le nombre de limogeages. Et donc, comment réparer les choses puisque les juges eux-mêmes, en fait, n'ont même pas droit d'être protégés. Tout devient très subjectif. Et la Cour de Strasbourg, elle aussi, a dû bricoler, inventer. Par exemple, pour Baca, le non-réemploi en tant que président de la Cour suprême, eh bien, Strasbourg s'est appuyé sur la liberté d'opinion, l'article 10. Et l'article 6 était abordé, mais simplement en annexe. Et c'est, je pense, la grande difficulté parce que on a on a trait aussi à l'article 8, c'est comme pour les juges politiques qui maintenant se révoltent, enfin se défendent et sont punis. Mais le problème, bien sûr, c'est lorsque on est attaqué professionnellement, là aussi dans le privé. Ces cas devraient donc pouvoir être portés à la CEDH.
Ce que je veux dire, c'est que les instruments ne sont pas prévus pour faire en sorte que les juges eux-mêmes puissent agir sur leur manque d'indépendance sous l'angle aussi d'un droit de l'homme. La CEDH pourrait faire des progrès peut-être en contournant l'article 8, l'article 10, mais de mon point de vue, la construction de base pose problème. Oui, j'aimerais brièvement intervenir et poser la question parce que à la base, il y avait les plaintes étatiques. Ça, c'était au début de la CEDH. Et puis, les plaintes individuelles sont arrivées. Et les plaintes étatiques, on s'est rendu compte, ne fonctionnaient pas parce que les États estimaient que c'était une attaque diplomatique contre un autre État formuler une plainte. Ne devrions-nous donc pas envisager, par exemple, de désigner comme des rapporteurs spéciaux aux droits de l'homme ou des commissaires aux droits de l'homme qui pourraient s'occuper de... Madame Sanders, vous avez demandé la parole? Oui, merci. Je crois que ce que vient de dire Madame Nussberger est crucial. Effectivement, avec les tribunaux, nous avons des institutions qui sont là pour les droits individuels et ne sont pas là pour garantir des principes constitutionnels. Or, de plus en plus, on voit qu'au niveau national, sur des questions écologiques, environnementales, etc., pour protéger le climat, on s'arroge en fait ce droit comme protecteur de l'état de droit. Et il serait pertinent peut-être de réfléchir s'il ne serait pas possible effectivement qu'un haut commissaire se penche sur ces plaintes. Parce que, comme l'a dit Monsieur Grimm, cet aspect culturel, la culture d'indépendance propre à un pays pourrait être des éléments plus faciles à apprécier. Parce que lorsque je discutais avec on s'occupe beaucoup, par exemple, de l'article 6, mais est-ce que c'est vraiment la voie à suivre, l'orientation? Est-ce que c'est aussi notre vision du magistrat qui se penche sur les liens constitutionnels plutôt que les cas individuels. Oui, j'aimerais souligner ce que vient de dire Madame Sanders. On voit qu'il est nécessaire de porter main forte, comme par exemple à la Pologne, mais les moyens sont limités. Prenons par exemple la situation, la CJUE, il y a deux procédure, celle de renvoi ou d'infraction. Et là, les juges donc individuels, qui sont parfois directement concernés, doivent investiguer les normes dans leur pays pour effectuer un tel renvoi. Et dans le cas, par exemple, d'une procédure de mandat ad hoc, quand on attend d'un tribunal qu'il juge de manière la situation complexe d'un autre pays, on frise l'impossible. C'est pourquoi ces procédures ne sont pas appropriées pour un contrôle systématique de l'état de droit. Moi, je trouve que la procédure d'infraction donne plus de possibilités à la Commission. Mais là aussi, une analyse approfondie de toutes les contingences doit être effectuée. Là, bien, la chose devient moins précise. Et c'est bien sûr le sujet à l'appréciation objective. Alors, est-ce que ces contrôles étatiques, ces contrôles de l'état de droit ne devraient pas prendre une nature plus politique parce
Il est vrai qu'on peut s'appuyer sur le Conseil de l'Europe ou d'autres institutions, comme par exemple celle d'un rapporteur. Et là, on pourra avoir des discussions politiques de sorte que le mécanisme sur le contrôle de l'état de droit ne soit pas le seul et que l'on puisse par exemple prononcer des sanctions financières en cas de violation. Ce serait sans doute plus utile parce que pour l'instant on veut aider, mais c'est problématique notamment en fait quand cela va de pair avec une appréciation individuelle. On entre alors dans des considérations politiques que des juges sont censés trancher et ça crée des problèmes de crédibilité, de légitimité. Monsieur Graham. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. On le voit dans le cadre de la jurisprudence présentée par de la CJUE, où on voit que l'Union européenne n'a pas de moyens effectifs de faire tenir leurs promesses par des propres États membres. Les instances politiques, en fait, sont impuissantes, mais on voit que les cours, elles, le sont aussi. Alors, ce n'est pas du tout une question formelle, il y a bien une division des pouvoirs entre les différentes institutions. C'est fondé entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Si le résultat souhaité ne peut être obtenu alors qu'on ne l'a même pas prévu en termes institutionnels. Oui, le temps avance et nous avons recueilli une multitude de questions. Alors, ce serait un peu arbitraire et je ne veux pas être arbitraire. C'est pourquoi je propose la chose suivante en dernier tour de table parce que on parle de financement et de budget. Alors, est-ce que vous pourriez faire quelques remarques ayant trait à ces points? Il y a une grande discrimination entre la CJUE et la Cour de Strasbourg, qui est un petit peu qui mendie quelques fonds. En Albanie aussi, il y a des critères de financement budgétaire qui devraient peut-être être définis, jouer un rôle pour définir l'indépendance des juges. Et puis, il y a aussi toute une série de questions qui portent sur l'influence de l'exécutif concrète. Là aussi, on connaît certaines affaires. Lucius Wilderba, l'ancien président de la Cour de Strasbourg, ça a raconté dans ses visites de pays quel cadeaux il recevait. Il y avait vraiment des tentatives d'influence de la part du pouvoir exécutif pour des affaires individuelles. Un troisième bloc de questions porte sur les standards, les normes de réélection. Si réélection il y a, comme c'est le cas par exemple en Suisse, comment faudrait-il, du point de vue de Luxembourg ou de Strasbourg, procéder? Et aussi du point de vue de la Commission de Venise. Quelles normes pourraient être acceptables? Et un autre cas
La partialité des juges qui nous occupe beaucoup en Suisse, au sens où les partis recrutent et sont même responsables en quelque sorte de recruter les juges. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présentait sur les bancs de l'école. Tout a bien sûr changé et évolué. Il n'y a que une pourcentage de la population, bien sûr, aujourd'hui, qui s'identifie avec un parti. Donc, il y a à peu près 3 blocs de questions. Nous allons commencer avec Madame Nussberger. Si vous pouviez peut-être faire une remarque sur chaque bloc de questions. Je vous en serais reconnaissant. Madame Nussberger, nous vous écoutons. Oui, je crois que le temps passe trop vite. Je prononçais une seule phrase par bloc. Au sujet de la partialité ou plutôt du recrutement basé sur les partis, comme en Suisse ou en Allemagne, je dirais l'opinion européenne diverge. Et je savais toujours à chaque fois que j'ai évoqué ces cas à la CEDH et on poussait des hauts cris, ça semblait absolument inacceptable. Et parfois de la part de pays où l'état de droit n'est pas le meilleur. Ensuite, il n'y a pas de fonds supplémentaires qui seront dégagés au bénéfice de la CEDH pour que les États soient encore plus critiqués puisque ce sont eux qui débloquent les fonds. Alors, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, avec si peu de fonds, je suis abasourdie de voir l'efficacité des juges de la CEDH. Ensuite, au sujet des normes, d'une réélection, je dirais simplement, il n'y a pas de réélection. Ça ne le faut pas. Et on s'en est en tout cas, c'est l'opinion de la Commission de Venise. Quant à l'influence concrète de la part du pouvoir exécutif, j'aimerais faire remarquer qu'il y a une influence indirecte qui pose problème à laquelle il faut réfléchir dans le cas, par exemple, de la Suisse. Vous savez tous qu'il y a un référendum qui a eu lieu il y a 2 ans pouvant déboucher sur la sortie de la Suisse du traité sur les bilatérales, l'accord sur les bilatérales. Alors ça, c'est une sorte, en fait, d'influence indirecte. Cette vision il faut bien, quand on sait, par exemple, ce qui est l'enjeu, ce que leur sentence pourrait avoir comme conséquence, relève aussi d'une forme d'influence importante, et toute influence même indirecte est importante. Monsieur Grimm, le sujet de la question des partis, de l'impartialité, c'est une question plus importante parce que les juges font partie du pouvoir étatique et ils ont besoin d'une légitimation démocratique. Et les partis en ont besoin quand ça n'est pas possible par le vote de la population. Alors, par exemple,
il faut dépenser beaucoup d'argent pour faire de la publier, en disant combien on a réussi à tuer de gens, comme la Cour suprême aux États-Unis par exemple, ou et être donc choisi. Donc, si légitimation il y a, elle doit venir d'une manière démocratique, d'un vote. Les partis, en fait, sont un jalon indispensable puisque ce sont eux qui sont votés. Et c'est très difficile de s'éloigner du système qui repose sur les partis. Dans la pratique, je peux comprendre que ça choque, mais on ne va pas interdire, par exemple, non plus à un juge d'être membre d'un parti. Il a tout à fait le droit de l'être. Mais si il est membre d'un parti, il doit pouvoir afficher son indépendance face au parti en question pour que celui-ci ne l'influence pas dans ses décisions. Et sur ce point, moi, je pense que la culture juridique doit être prise en considération. C'est très important. Tous les organes de l'État sont imprégnés de personnel et cela fait que, par exemple, dans le cas de Karlsruhe, c'était un peu un miracle, mais les juges sont bel et bien neutres politiquement. Et normalement, en fait, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Or, à Karlsruhe, en fait, l'indépendance est bel et bien garantie. Et si l'on négocie, cela se fait vraiment à huis clos. Je ne sais pas si une transparence à cet égard apporterait ou non à quelque chose. J'aurais encore d'autres observations à faire, mais je n'ai pas le temps. Merci beaucoup, Monsieur Grimm. Monsieur Voskuhle maintenant. Grimm a dit tout ce que je voulais dire au sujet des partis. Alors, je ne répéterai pas ces déclarations. Je vous remercie. Vous avez dit clairement, c'est vrai qu'on ne peut pas se passer des partis. Et ce n'est pas, ça donne la légitimité démocratique dont nous avons besoin. Au sujet des autres thèmes, le fait qu'un juge ne doit pas être réélu, je suis d'accord avec Madame Nussberger. C'est une situation extrêmement difficile parce que pour un juge, ça lui donne un statut social dont il dépend et la volonté d'être élu est évidente. Si vous venez de Roumanie où un juge gagne environ 1 000 € alors que à la CJUE il va gagner 10 fois plus, vouloir continuer à garder son poste est humain. Et ça, il faudrait effectivement changer cela. Il faudrait réfléchir peut-être pour les positions internes telles que président, si peut-être les autres magistrats ne devraient pas éventuellement voter pour désigner ces postes. Cela pourrait être une solution raisonnable. Et puis, les garanties personnel pour les tribunaux internationaux notamment, mais aussi pour nos tribunaux nationaux, devons veiller à ce que les magistrats soient financièrement en sécurité. Ils ne doivent pas être riches, mais c'est vrai qu'ils doivent
ne pas craindre pour leur propre survie financière et, par exemple, faire du souci pour sa retraite, etc. Sinon, il y a de nouveau un facteur de dépendance qui entre en ligne de compte et au sein de la CEDH, après 9 ans, par exemple, les personnes se retrouvent sans rien, elles doivent de nouveau trouver des mandats. Moi, je plaide pour une indépendance de tout cela pour les juges. Au sujet donc des soldes des magistrats, nous plaidons pour des barèmes raisonnables et il faut définir un niveau plancher et ne pas aller au-delà de ce plancher. Pour les influences directes et concrètes, les procédures résistent mieux aux influences directes. C'est plus difficile pour les influences indirectes. Quelqu'un vous appelle et vous dit décidez comme ci ou comme ça c'est beaucoup plus rare que ce que l'on peut imaginer. Moi, en tout cas, dans toute ma carrière, ça m'est jamais arrivé. Et c'est la même chose que j'entends dans la bouche de nombreux magistrats internationaux. Le problème, c'est plutôt se dire si je décide ceci ou cela, est-ce que je pourrais rester dans à ce poste? Là, je invite la communauté internationale à se pencher sur cette question. Pour le cas du procureur, par exemple, général en Allemagne, bon, c'est différent parce qu'un ministre va bien réfléchir avant de limoger un procureur général. Donc, ce n'est pas là que se réside le risque. Mais et il n'y a pas à perdre énormément de temps dans une réflexion à ce niveau-là. Merci, Monsieur Voskuhle. Nous allons encore prendre le temps d'écouter Madame Sanders. Avec ces manifestations virtuelles, peu importe si nous ne sommes pas ponctuels, Madame Sanders, nous aimerions vous entendre. Alors, je vais être brève. Ça est important. La réélection n'a pas lieu d'être. C'est tout à fait un point central pour la Cour constitutionnelle allemande. Une élection, une désignation d'accord peut suivre une inclinaison politique, mais pas une réélection. Et au moins, un juge doit se sentir libre une fois qu'il est nommé de statuer comme il l'entend. Et puis, la question des norme est importante, une justice indépendante. Si on ne peut pas l'apprécier, eh bien, c'est inutile. Le solde est important. Si un juge ne peut pas se nourrir, ne peut pas nourrir sa famille, c'est ridicule. On voit que dans certains pays, il y a effectivement des circonstances désolantes quand ce n'est pas le cas. La présence, réélection, légitimation, tous ces sujets ont un rôle central dans les débats helvétiques et j'imagine que c'est la transition parfaite pour le deuxième volet de cette conférence. Merci Madame Sanders. Nous arrivons au terme de ce survol européen de l'indépendance judiciaire de l'État de droit. Les meilleurs séminaires académiques sont ceux où les profs apprennent eux-mêmes.
Et je dois dire que ces exposés jusqu'ici m'ont énormément appris. Je suis impressionnée par toutes ces contributions. Dans le deuxième volet de la conférence, nous nous pencherons sur la Suisse. Merci beaucoup. Nous avons pu, je crois, approfondir certaines questions. D'autres n'ont pas pu être même abordées. J'avais moi-même encore une multitude de questions, mais au moins ça nous donne la certitude que l'année prochaine, nous pourrons réorganiser une conférence judiciaire. Je vous remercie. Nous avons à présent 15 minutes de pause et nous nous retrouvons sous la houlette de Monsieur Thomas Stadelmann. Je vous invite à aller boire un café. Nous nous retrouvons dans 15 minutes.